Ce qu'il nous reste d'espérance. J'ai choisi d'appeler un de mes livres « Je n'ai plus peur ». C'est surtout l'adverbe « plus » qu'il faut entendre. À lui seul, il indique que des peurs m'ont longtemps habité. De loin en loin, elles me narguent encore, comme des ennemis repoussés, mais jamais complètement vaincus. Pourquoi le nierais-je ? L'optimisme têtu qui éclaire ma vie n'est pas une donnée naturelle, un privilège physiologique dont le sort m'aurait pourvu à la naissance. Mon ADN n'en porte pas la trace. Il n'est pas congénital. Il est le produit d'une histoire, avec ses détours, ses larmes et ses impasses. Il a connu des batailles, quelques défaites et des ressaisissements. Quant à la nappe d'espérance où s'abreuve mon optimisme, elle n'est pas un cadeau religieusement reçu et engrangé pour toujours avec la foi chrétienne qui viendrait garantir à vie cette vertu théologale. L'alchimie qui a permis son existence est plus fragilement humaine qu'on ne l'imagine. Il y a là-dessous quelque chose qui participe de l'enfantement, douleur comprise. Oui, une joie m'habite aujourd'hui et me fait tenir debout. Elle nourrit ce que Jean-Paul Kaufmann, dans sa geôle de Beyrouth, appelait l'enchantement d'être vivant. Du fin fond de son enfermement, Kaufmann récitait à l'époque un vers de Jules Supervielle. C'était le temps inoubliable où nous étions sur Terre. Cet éblouissant réflexe de survie s'accompagnait d'une méditation obstinée et modeste. Oui, modeste. Si j'évoque dans ces pages mes peurs et mes blessures, ce n'est pas pour exhiber ce qu'André Malraux appelait un misérable petit tas de secrets. Il s'agit plus simplement de dire comment je suis venue à bout de ces peurs et de quelle façon on arrive toujours à vaincre ce qui nous terrorisait. Ces peurs surmontées ont fait naître une espérance que tout m'invite à partager. Regardons les choses en face, l'espérance devient une denrée rare en Europe. Pire, ce viatique s'amenuise plus vite que le travail, les emplois disponibles, la puissance industrielle ou les anciennes sécurités démocratiques. Et ce n'est pas peu dire. La peur du lendemain et celle du manque, voire du déclin, viennent déjà gâcher nos réveils et assombrir nos journées. Mois après mois, les statistiques nous accablent et le chômage gagne. Peut-être devrons-nous un jour partager pour de bon le travail et les emplois ? On en discute depuis longtemps. C'est affaire d'experts et d'économistes. Une chose me paraît beaucoup plus urgente. Il faut partager ce qu'il nous reste d'espérance. Faute de cela, aucune survie collective ne sera jamais possible. Et sur ce terrain, comme on le sait, l'injustice est flagrante. Certains ont encore en eux une flamme assez forte pour éclairer la grisaille de ce temps. D'autres n'ont plus la force d'imaginer ne serait-ce que le surlendemain. En évoquant cet impératif de partage, je ne joue pas au Boy Scout, et encore moins à cette belle âme que l'ironie de Hegel assimilait à un souffle inconsistant. Je ne fais pas l'un de ces vieux pieux qui n'engagent à presque rien. Je songe à des choses beaucoup plus concrètes, physiques. J'allais écrire charnelles. J'imagine par exemple ce que font des assiégés ou des naufragés quand au bord du désastre, ils se répartissent entre eux les dernières gorgées d'eau potable. Les lèvres sont sèches, les poumons sont en feu. Il s'agit tout bonnement de ne pas mourir de soif. Une telle nécessité a vite raison des égotismes ordinaires et des coquetteries courantes. Nous en sommes là. Un désenchantement mortifère s'étend comme un brasier sur le vieux continent européen. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Jusqu'où ira-t-il ? Que ferons-nous quand il aura tout brûlé, dégageant la voie aux barbaries politiques
qui, embusqués, comptent bien tirer profit du désastre. Que ferons-nous ensemble quand personne ne croira plus en rien ? Voilà des années que j'écris des livres pour conjurer ce sombre futur toujours possible, et vaille que vaille, pour évoquer l'espérance obstinée, aguerrie, qui habite toujours quelques-uns d'entre nous. C'est elle qu'il nous faut maintenant partager en toute hâte, comme on prépare un contre-feu pour stopper l'incendie. Jean-Claude Guibaud, Je n'ai plus peur, 2014. Mesdames, Messieurs, très cher Jean-Claude Guilbaud, vous nous avez accueillis à Paris il y a près d'un mois, le 7 janvier. Ce jour-là, quelques minutes à peine après notre arrivée dans votre bureau, nous apprenons le terrible attentat survenu à Charlie Hebdo. Cabu, un de vos proches amis, figure parmi les premières victimes. Plus tard, nous apprenons la disparition d'un autre de vos proches, Bernard Maris. Tout au long de cet après-midi, nous partageons votre émotion et vos souvenirs qui se bousculent. Vous nous parlez de vos amis assassinés, mais aussi des conflits armés dont vous avez été le témoin en tant que reporter de guerre. Au milieu de ce tumulte, nous avons pu mesurer votre sagesse et votre humanité. Malgré l'émotion et la brutalité des événements, vos premiers mots vont pour la communauté musulmane, et plus particulièrement pour votre ami, Akram Belkaïd. Votre première crainte est celle de voir les partis d'extrême droite profiter de cette actualité, et votre premier geste public est de partager une chronique dans la revue Sud-Ouest avec votre confrère algérien. Notre rendez-vous s'est transformé en une vraie rencontre, comme vous le dites. Une rencontre personnelle, mais aussi pour nous une rencontre avec l'écrivain et son œuvre. Au fil de vos ouvrages, vous revenez de fait régulièrement sur les thèmes du sens et de l'humanité, en regard à ceux qui inondent la presse de crise et de désespoir, vous préférez les thèmes bien plus positifs de mutation et d'espérance. Et c'est en totale adéquation avec cette pensée que vous avez réagi le 7 janvier. Ces circonstances tragiques ont fait rejaillir dans le débat public certains thèmes qui vous sont chers. Dans la pratique de votre métier de grand reporter, puis d'écrivain, vous portez une attention particulière au contexte historique et culturel des événements dont vous êtes le témoin. Vous refusez de limiter l'analyse à un cadre fermé où le bien et le mal s'opposent. Vous acceptez que le temps puisse être long avant de pouvoir comprendre et de transmettre. La liberté de conscience et la liberté d'expression dont nous jouissons offrent à chacun d'entre nous la possibilité de définir sa propre perception du monde et son cadre de valeurs. C'est indéniablement un progrès, même si cela implique que nous acceptions que certaines certitudes puissent être ébranlées. Notre monde se transforme de façon profonde. Ce n'est pas une crise, comme vous aimez à le rappeler, car une crise est un état passager qui implique un retour à une situation initiale. Nous vivons au contraire une série de mutations majeures. Ces mutations sont notamment géopolitiques, sociales, technoscientifiques et écologiques. Elles sont à la source d'une multitude de changements dans notre quotidien. Face à ces mutations et les inconnus qu'elles soulèvent, on peut nier l'évidence, par peur ou par facilité. On peut également se rallier sans discernement aux discours de masse proposés par les médias et les politiques. Vous choisissez une troisième voie, celle qui consiste à mieux comprendre ces mutations pour en saisir les promesses. Vous remettez nos certitudes en question. Pouvons-nous continuer à consolider par notre mutisme une société qui crée la pauvreté et le refus violent de la différence ? Pouvons-nous continuer à gaspiller les ressources de notre planète pour le projet égoïste d'une minorité ? Devons-nous appliquer un cadre de valeurs au progrès de la science et de la génétique ? Tenter de répondre à ces questions, comme vous le faites,
c'est contribuer à définir notre identité. Sur ces points, votre démarche rejoint l'essence même de notre université, de nos métiers d'étudiants, de chercheurs et d'enseignants. Oui, le monde change. Et plutôt que de recenser les menaces, de pleurer la perte de nos privilèges, de s'inquiéter de demain, vous nous invitez à faire face à l'avenir avec une détermination positive. Vous proposez à vos contemporains, face à tous les défis actuels, d'être des acteurs remplis d'espérance et porteurs d'espoir. Votre expérience de reporter de guerre, longue de 25 années, vous a en effet plongé au cœur de conflits armés. Vous avez été le témoin de sauvageries inhumaines dans de très nombreux endroits du globe, des Balkans au sud-est asiatique, en passant par la Corne de l'Afrique. Et pourtant, dans chacune de ces guerres, vous avez rencontré des hommes et des femmes qui, malgré les horreurs qu'ils vivaient, ne désespéraient pas et faisaient preuve, au contraire, d'une forte détermination, d'un courage et d'une volonté pour faire face. Comme eux, il nous faut croire en l'homme. La preuve en est que notre société déborde d'initiatives prometteuses et généreuses. Il s'agit de relever les défis les uns après les autres, ensemble, plutôt que de nous enfermer dans un défaitisme égoïste qui n'a pour objet que de protéger notre seul bien-être. Vous pensez qu'il faut affronter les enjeux actuels avec lucidité, sans aveuglement ni crédulité, ce qui suppose une information large et objective. Oser affirmer des convictions haut et fort et se battre contre la désespérance et le pessimisme. Cette espérance doit nous permettre, in fine, de retrouver le goût de l'avenir, de cet avenir qui a vraiment besoin de nous et qui nous demande de réagir. Espérance, gaieté, ces mots sont vos armes. Et c'est avec cet arsenal que vous nous proposez de vivre pleinement cette période de mutation profonde et de saisir l'opportunité de transformer notre société. Mesdames et messieurs, monsieur le recteur, parce que l'œuvre de monsieur Jean-Claude Guibault contribue à lever le voile et mettre des mots justes sur les questions qui animent notre société, nous permettant de mieux comprendre pour lutter contre la peur, le repli sur soi et la violence. Parce que monsieur Jean-Claude Guibault a le courage de relayer l'histoire de ceux qui gardent l'espoir dans les situations les plus inhumaines. Parce que monsieur Jean-Claude Guibault nous invite par son exemple à transformer notre société en laissant l'autre exprimer sa différence. Nous avons l'honneur de vous demander, monsieur le recteur, d'accorder à monsieur Jean-Claude Guibault le grade et les insignes de docteur honoris causa de notre université. Attendu que M. Jean-Claude Guibault, né le 21 mai 1944 à Alger, est licencié en droit et doctorant en sciences criminelles de l'Université de Bordeaux, qu'il est écrivain, essayiste, conférencier et journaliste. Attendu qu'il exerce avec passion son métier d'écrivain et est l'auteur de nombreux ouvrages dont « La trahison des Lumières »,« La tyrannie du plaisir »,« Le goût de l'avenir »,« La force de conviction »,« Comment je suis redevenu chrétien » et « Je n'ai plus peur ». Attendu que M. Jean-Claude Guibault a été grand reporter dans le journal Sud-Ouest, le journal Le Monde et le Nouvel Observateur, qu'il a présidé l'association Reporters sans frontières, qu'il est éditorialiste à l'hebdomadaire La Vie et au journal Sud-Ouest. Attendu que M. Jean-Claude Guibault a cofondé et dirigé les éditions Arléa, qu'il a été directeur littéraire aux éditions du Seuil, puis aux éditions des Arènes, qu'il est membre du conseil de surveillance des éditions Bayard. Attendu que M. Jean-Claude Guibault utilise sa plume comme une arme pour s'opposer aux idées totalitaires, au conservatisme et aux adhésions naïves. Attendu qu'il considère les mutations du monde comme une opportunité d'approfondir notre compréhension des choses. Attendu qu'en sa qualité de journaliste, M. Jean-Claude Guibault a été amené à couvrir, relater et se faire le messager de tragédies qui ont secoué notre monde, veillant à rendre compte de manière juste et équilibrée des tensions et des inégalités qui bouleversent nos sociétés.
attendu qu'il s'est fait l'écho des hommes et des femmes qui, au cœur de catastrophes et de conflits, combattent le fatalisme par la solidarité et laissent place à l'espérance. Attendu qu'il est un intellectuel engagé dans les réflexions fondamentales, qu'il refuse la déresponsabilisation de l'humain en faveur des mécanismes anonymes et de la puissance de la technoscience et de la marchandise. Attendu que ses travaux et son engagement ont été récompensés tout au long de son parcours par de nombreux prix, dont notamment le prix Albert Londres, le prix Jean-Jacques Rousseau, le prix Renaudot Essai et le Grand Prix européen de l'essai. Attendu que ces combats sont en accord avec les valeurs portées par notre université. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons M. Jean-Claude Guibaud, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Félicitations. Je me suis promis de ne pas dépasser les 7 minutes qui me sont imparties. Je vais essayer de tenir parole. Je voulais vous dire, évidemment, au début, je voulais vous dire ma joie, mon honneur, le plaisir que j'avais eu depuis 2 ou 3 jours à retrouver ici des amis, notamment des amis belges, et notamment une consoeur, qui est sûrement une des femmes pour qui, depuis très longtemps, j'ai le plus d'admiration et d'affection. Je parle de Colette Breckman, qui est non seulement une grande journaliste, mais qui fait partie de ces journalistes qui, de temps en temps, ont assez de courage et de détermination pour sauver l'honneur de notre profession. Quand il y a bien longtemps, le 23 décembre 1989, Colette Breckman a été la seule dans la profession à avoir le courage d'écrire un article qui s'appelait « Je n'ai rien vu à Timisoara », où elle disait qu'en effet, elle n'avait pas vu ce charnier, ce prétendu charnier, dont on a appris après que c'était un montage du KGB. Je pense que ce jour-là, dans toute la profession européenne, Colette Breckman a été la seule. Simplement, en étant fidèle à sa règle, je ne parle que de ce que j'ai vu. C'est une règle simple, je ne cède pas au mimétisme, je ne cède pas à l'esprit de meute, je continue mon travail envers et contre tout. Et ce jour-là, je n'ai jamais oublié, et j'ai eu une immense joie à la serrer dans mes bras hier pour lui dire à quel point je n'avais jamais oublié ce jour et à quel point je lui en étais reconnaissant, encore aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire ma joie personnelle, non seulement parce que je suis très honoré, mais parce que les amis qui ne le savaient pas, évidemment, qui ont eu la gentillesse de me proposer comme docteur honoris causa, ne savaient pas, je pense que monsieur le recteur non plus ne le savait pas, que faisant cela, symboliquement, il recollait 2 morceaux de ma vie. Je m'explique, je suis devenu reporter de guerre au Biafra en 1968 en renonçant à passer l'agrégation de droit à cause de mai 68. Et au grand désespoir de mon père, qui voyait déjà son fils avec une toge, etc. Et quand j'ai dit à mon père que je ne serais pas docteur en droit, agrégé de droit, c'était très long, c'était Bac+9, l'agrégation de droit, mais que je serais journaliste, mon père m'a répondu avec une intonation que j'ai gardée longtemps dans mon oreille, « Ah bon, tu veux être journaleux ?»
C'est vous dire en quelle estime il tenait ce métier. Et il a fallu ensuite des années de correspondant de guerre, parce que mon père était général, pour que, allant sur son terrain, c'est-à-dire allant faire la guerre, que je recommence petit à petit à reconquérir son estime. Quand il a commencé à me poser des questions sur l'artillerie américaine au Vietnam, sur l'utilisation des canons de 150 autotractés, etc., j'ai su que tout d'un coup, j'étais en train de regagner son estime et j'ai pu le faire complètement avant qu'il ne meure. Je voulais vous parler de tout ça, mais je vais quand même finir et vous parler de ce que je vis de plus important depuis que je suis là. Vous savez, depuis que je suis là, j'ai entendu Ève, j'ai entendu Christine, notamment hier et avant-hier, et j'ai été bouleversé par la force d'espérance que j'ai trouvée en elles et que j'ai trouvée dans ces récits. Parce qu'on vous a dit ce qu'elles avaient fait avec la Cité de la Joie près de Bukavu ou avec ce qui se passait à Bukavu. Mais moi, ce que j'ai entendu hier et avant-hier dans leur bouche, c'est que ces jeunes femmes, plus que violentées, ces jeunes femmes détruites dans leur corps, avec une violence, avec une espèce de destruction du corps des femmes, parmi elles, il y en a qui, au fond de leur détresse et au fond de leur faiblesse, ont été capables de transformer leur faiblesse en force. C'est-à-dire, ont donné une leçon d'espérance encore plus inimaginable que ce que j'imaginais. Moi, j'ai appris l'espérance auprès de gens qui avaient toutes les raisons de désespérer, dans les guerres, dans les tragédies, etc. C'est auprès de ces gens que j'ai appris l'espérance. Et à l'époque, pendant des années, le pessimisme, je le retrouvais à Paris. Alors que j'avais trouvé l'espérance au Cambodge, au Vietnam, au Liban, en Éthiopie, je trouvais à Paris cette espèce de pessimisme mondain que j'ai pris en horreur. Et donc, quand je dis que j'ai l'espérance chevillée au corps, c'est parce que j'ai eu le sentiment, si vous viviez ça pendant 25 ans, que si moi je cédais à la désespérance ou au pessimisme, et je trahissais tous ces gens que j'avais laissés là-bas dans leur pays, et qui, eux, m'avaient appris l'espérance. Qui étais-je, moi, pour me payer le luxe du pessimisme, alors que eux, qui avaient toutes les raisons de désespérer, ne le faisaient pas? J'aurais eu le sentiment de les trahir. Et voyez-vous ce que j'ai entendu hier, les récits, à propos de la Cité de la Joie et de Bukavu, ça m'a remis au fond du cœur une dose d'espérance encore plus forte que celle qui était déjà. Merci.